Bonjour tout le monde, content de vous retrouver en ce début de session parlementaire. D'abord, un petit mot sur un anniversaire, un triste anniversaire aujourd'hui qu'on souligne, l'anniversaire de la tuerie, de l'attentat en fait à la mosquée de Québec. Je prends quelques secondes pour le rappeler, c'est un devoir de mémoire important qu'on a. Évidemment, l'islamophobie, l'intolérance sous toutes ses formes, ça doit être dénoncé, ça ne doit plus arriver des gestes et des événements comme celui-là. Donc, je veux simplement vous dire que c'est quelque chose qui est très important pour nous et que ce soir, je serai notamment à la mosquée pour la prière qui aura lieu. J'étais aussi au thé qui est organisé. C'est une belle activité. Ça a permis de bien reconnecter tout le monde ensemble. J'aimerais vous parler de transport collectif aujourd'hui, le tramway notamment, tramway qu'on verrait quasiment rouler si on avait respecté l'échéancier initial. Normalement, on a eu une signature en 2018. Il aurait dû être livré, donc opérationnel en 2026. Donc, on sera en train de voir le tramway circuler dans les villes de Québec actuellement en phase de test. Mais c'est pas ça qui s'est passé. On a un parti à la tête du gouvernement du Québec, la Coalition Avenir Québec, avec Geneviève Guilbeault, qui était à la fois ministre responsable de la capitale nationale et ministre des Transports, qui a beaucoup ralenti le projet. Je ne reviendrai pas sur la série d'événements où on a eu finalement du niaisage dans le projet de tramway. Mais chose certaine, c'est que ça a fait l'affaire du Parti conservateur du Canada, par exemple, qui finalement se retrouvent, ça a fait de beaux jeux pour eux autres, qui aujourd'hui se permettent, Pierre Poilievre se permet de politiser le financement du transport collectif. On le voit dans le dossier du tramway, mais on le voit aussi avec potentiellement aussi la ligne bleue à Montréal. Donc, moi, je demande à la ministre des Transports, vice-première ministre du Québec, de faire tout en son possible pour que le fédéral honore ce 1,5 milliard de dollars qui est notre argent, qui devrait revenir ici dans la région de Québec. Je la trouve beaucoup trop silencieuse. C'est pas à coup de petites lettres envoyées au ministre Duclos qu'on va réussir à aller chercher notre argent pour réaliser ce projet-là qui est très important à Québec. Donc, je lui demande d'entrer en action. Je lui demande d'être proactif. Autrement, on va commencer à se poser des questions sur pourquoi elle veut pas froisser Pierre Poilievre. Est-ce que c'est parce qu'elle veut garder des bonnes relations avec Pierre Poilievre? Est-ce que c'est parce qu'elle veut se présenter avec le Parti conservateur du Canada? Je pose la question, mais en tout cas, moi, je trouve que son silence est très inquiétant, à la fois pour la réalisation de ce projet-là, mais à la fois sur ses intentions derrière à ne pas vouloir froisser Pierre Poilievre. On passe à Guillaume. Merci beaucoup, Étienne. Ce matin, moi, je vais vous parler d'itinérance. Ça fait quand même la manchette ces derniers jours, mais aussi depuis quelques mois, surtout depuis l'arrivée du grand froid. Je vais être très clair, Valérie Plante a raison. Il faut absolument un électrochoc sur le dossier de l'itinérance et la CAQ n'est pas du tout au rendez-vous. N'importe qui réside à Montréal, qui prend le métro, qui habite nos quartiers, qui se promène, mais ça dépasse Montréal, on va se le dire. Là, je me concentre sur ce que Mme Plante a dit. Le voit bien que la crise humanitaire qu'on vit n'a plus de sens. Nous, on a été très actifs sur le dossier. Moi, j'ai fait une proposition de sommet avec mes collègues à l'automne pour qu'on se réunisse tous ensemble, le palier municipal, provincial, fédéral, qu'on ait des discussions avec le communautaire, qu'on se mette en action rapidement. Je suis sorti pour dénoncer le manque de financement dans les halles de chaleur. On est sortis ensemble, Étienne et moi, à Québec et à Montréal pour qu'on discute du logement communautaire, donc du logement de transition avec soutien communautaire pour que les gens retrouvent des logements. Ça n'a pas de bon sens. Moi, depuis le mois d'automne, en fait, depuis le mois de septembre, là, j'ai ce dossier-là. J'ai été sur le terrain, j'ai rencontré une quarantaine d'organismes. Je suis allé voir toutes les directions, je suis allé voir tous les refuges. J'ai même amené le ministre Carman avec moi à plusieurs reprises. J'ai montré ça avait de l'air de quoi le campement Saint-Rémy dans ma circonscription. J'ai amené les 2 pieds sur le campement pour voir comment ça fonctionnait puis comment on ne pouvait pas tolérer ça dans la société québécoise actuelle. Je veux le sensibiliser, je veux qu'on continue de les sensibiliser, mais pour nous, c'est prioritaire et pour l'instant, ce n'est pas suffisant. Ça nous prend un électrochoc. Il faut qu'on ait du financement important, rapide, massif pour régler la crise de l'itinérance. Ça se fait en amont avec la protection, puis le filet social, puis le logement, mais ça se fait aussi en finançant correctement, puis en prenant que la responsabilité de la santé publique soit telle qu'on en ouvre des refuges, qu'on avance, parce que là, il y a des dizaines et des dizaines de Québécois, de Québécoises, voire des centaines maintenant qui vivent dans la rue, qui dorment dans la rue, puis par un temps froid de moins 15, moins 20, c'est absolument inacceptable. Je demande du leadership et de l'action au ministre Carman et au premier ministre Legault. Pensez que le problème de l'itinérance, ça se règle uniquement avec de l'argent? Ça se règle pas qu'avec de l'argent, ça se règle en prévention d'abord. On le sait qu'un tiers d'entre eux qui sont dans la rue aujourd'hui là, sont à la rue parce qu'ils ont été victimes d'expulsion de leur logement. Il faut qu'on ait un registre des loyers qui a du sens. Il faut qu'on ait des réelles protections pour les locataires. Il faut qu'on ait du logement social de manière suffisante
pour éviter des hausses là, qui vont peut-être mener du monde à la rue. Le 6 c'est pas tout le monde qui va être capable de payer ça dans les mois à venir. Évidemment, ça prend un chèque d'aide sociale aussi qui permet de payer son loyer. Ça, c'est pas tout le monde qui est capable. Il y a du monde qui se met en chambre à 2, à 3 pour être capable de payer leur loyer. Ça prend un système de prévention. Actuellement, là où il y a besoin d'argent rapide, c'est sur le répit. La halte chaleur, effectivement, ça va prendre de l'argent. La solution n'est pas dans l'urgence à long terme. Si on est constamment à financer que des haltes chaleur puis que de l'urgence, on s'en sortira jamais. Ceci dit, demain matin, il n'y en aura pas 5 logements, 100 logements, 400 logements disponibles. Fait qu'en attendant, comment qu'on passe l'hiver, oui, ça prend de l'argent. Ceci dit, les organismes sont à bout de bras. Ils ont eu 2 appels à projets supplémentaires. Ils ont déposé le nombre de lits qu'ils pouvaient déposer de plus, mais ils ne peuvent pas en faire davantage. Moi, j'appelle le ministre, la santé publique, à prendre des mesures exceptionnelles. Quand on a eu une crise là, humanitaire puis une crise de pandémie, on a loué des locaux, on a ouvert des places, on a aligné des espaces de vaccination. Bien, on est capable de faire la même chose pour l'itinérance, que le CIUS, puis que la santé publique, puis que le ministre loue des locaux, qu'on mette des lits bord en bord, qu'on ouvre 500 places demain matin. Oui, ça, c'est une question de cash. Oui, ça, c'est une question d'argent. Mais comment est-ce qu'on peut tolérer que ces gens-là sortent et rentrent du métro comme si c'était ça une halte chaleur? Comment est-ce qu'on peut tolérer que ces gens-là sont à la recherche, à qui mieux, de quel refuge je vais avoir une place pour eux ce soir en se disant « Coudon, demain matin, je vais peut-être mourir de froid. » Ça n'a pas de bon sens, puis oui, ça va en prendre de l'argent. Monsieur Gramont, qu'est-ce que vous attendez au juste de Mme Guilbeault? Comme j'ai dit hier, là, je m'attends à du leadership de sa part. C'est sa responsabilité. Elle est vice-première ministre. Elle a été ministre responsable de la capitale nationale. Elle est ministre des Transports. Elle est en train de laisser partir potentiellement 1,5 milliard de dollars de notre argent québécois dans les mains d'Ottawa qui va aller financer des projets ailleurs au Canada. Parce que Pierre Poilievre, là, puis les fédéraux, on l'a bien vu, un article qui était sorti il n'y a pas longtemps qui montrait bien la disparité entre ce qui est dépensé en infrastructure en Ontario, en Alberta, au Québec. Actuellement, l'Alberta reçoit autant de promesses d'investissement en infrastructure que le Québec pour 2 fois moins de population. Si on perd l'argent de la ligne bleue, si on perd l'argent du tramway de Québec, là, on va se retrouver avec encore moins d'argent ici au Québec, avec 2 fois plus de population qu'en Alberta. On ne va pas chercher notre part de l'argent qui est le nôtre. Ça, je trouve ça totalement inacceptable. Donc, ce que je demande à la ministre, là, c'est de tout mettre en son pouvoir. Si c'est de créer un front commun avec le maire de Québec, avec les oppositions, on va y aller, on va le faire avec elle. Mais pour l'instant, là, sa façon de se battre pour aller chercher l'argent, c'est d'envoyer des lettres au ministre Duclos. Voyons donc, ça manque de sérieux. Je veux dire, elle n'est pas prête à se battre. Donc, moi, je lui demande d'être plus proactive. S'il faut qu'elle s'embarque pendant 1 heure avec Pierre Poilievre dans un bureau enfermé à porte à clé pour lui dire de respecter l'engagement puis l'autonomie du Québec par rapport à ses volontés de réaliser un projet de tramway. Rappelons-nous qu'on a voté 2 motions unanimes d'appui au tramway. Là. Il y a 125 députés à l'Assemblée nationale qui veulent que le tramway se réalise. Je veux dire, si elle n'est pas prête à défendre ça, là, je me demande qu'est-ce qu'elle fait là. Il va le verser, l'argent. Il va le verser pour le 3e lien. Autoroutier. Oui, sauf que, encore une fois, on est en train de couper la poire en deux. On n'est pas d'accord sur le projet de 3e lien, puis le Québec pourra faire sa bataille pour aller chercher l'argent du 3e lien. S'il veut aller chercher de l'argent pour un 3e lien, on va toujours être là pour dire que c'est une mauvaise idée. Mais prendre l'argent du tramway puis le transférer sur le projet de 3e lien, c'est nous enlever 1,5 milliard de dollars qui avaient été prévus pour un projet bien spécifique pour lequel l'Assemblée nationale s'est dit entièrement en accord par 2 fois, en 2023 et en 2022. Vous appelez Mme Guilbeault. Celui qui tient le crayon, c'est le fédéral. Oui. Pas Mme Guilbeault. C'est le respect de l'autonomie du Québec que je veux voir transparaître à travers les revendications de la ministre Guilbeault. Mais vous parlez de Mme Guilbeault, oui. Mais aux dernières nouvelles, elle n'a pas été rabrouée ou désavouée par son patron. Qu'est-ce que ça dit, ça? Effectivement, c'est une bonne remarque. Et je me demande pourquoi le premier ministre, qui lui-même se dit favorable à cette 3e voie-là, qui n'arrête pas de dire qu'il va aller chercher l'argent des Québécois, ne le fasse pas pour le projet de tramway de Québec, ça m'inquiète particulièrement. Quand il était question de 6 milliards de dollars pour aller chercher en santé, là, il s'est battu, même pour le milliard qu'il a réussi à aller chercher. En santé, il l'a fait. Il est allé chercher 1 milliard de dollars, même s'il voulait avoir 6. Moi, ce que je lui demande, c'est de faire la même bataille pour de l'argent qui va aller dans le transport collectif. On est dans une crise climatique importante. On a besoin d'investir dans le transport en commun pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Le tramway, comme d'autres projets, comme j'aime bien l'allusion du maire Marchand quand il dit que c'est une petite baie James, parce que Hydro-Québec, ça a été une façon, ça a été un levier économique, comme le tramway peut l'être aussi pour le Québec. Si on veut développer notre économie, si on veut réduire à la fois, faire ça, puis en même temps réduire nos émissions de gaz à effet de serre, il va falloir développer des projets de transport collectif structurants comme le tramway. Et j'espère que le premier ministre,
pourrait aussi se battre, comme il l'a fait en santé. Sans cet argent-là, Québec doit quand même aller de l'avant. Sans l'argent d'Ottawa. Sans l'argent d'Ottawa, là, on n'a pas le choix de le faire quand même. On l'a fait. On a fait Hydro-Québec sans une scène du gouvernement fédéral. On s'en est servi comme levier économique. Avec le tramway, c'est la même chose. C'est un outil de développement économique qui nous permet de réduire par ailleurs nos émissions de gaz à effet de serre, de protéger notre territoire. Évidemment qu'on va pouvoir le faire. Mais évidemment, la première bataille à faire, c'est aller chercher notre argent des Québécois qu'on a envoyé à Ottawa qui doit revenir ici, là. 1,5 milliard et non 40 parce que 40 on est rendu en haut de 3 milliards. Comme j'ai dit sur la question là, de la santé, on va faire la bataille, évidemment, pour aller chercher le 40 mais il y a un 1,5 qui était déjà garanti. En santé, on l'a fait. On voulait 6, on a obtenu 1, mais on s'est quand même battu. En tout cas, le gouvernement, je dis on, mais le gouvernement s'est battu pour aller chercher. Je m'attends à la même chose, à la même combativité dans le dossier du transport collectif. Les voitures électriques. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il faut absolument garder le cap sur 2035 pour ce qui est de l'interdiction de la vente de voitures à essence? C'est le gros minimum. On doit respecter l'échéancier de 2035. On ne va pas commencer à baisser nos objectifs à nous autres en environnement parce que Donald Trump a décidé de faire bande à part puis de lâcher ses objectifs, les objectifs puis de sortir de l'accord de Paris. Évidemment qu'on doit continuer. 43 de nos émissions de gaz à effet de serre au Québec viennent des transports. La planète brûle, là, indépendamment de Donald Trump qui décide de faire le fou là, sur les enjeux environnementaux puis de se retirer de tous les accords qui nous liaient normalement vers des objectifs qui sont tout à fait louables. Je veux dire, faut garder le cap. On n'a pas le droit de baisser les bras. La planète brûle. Cela dit, il faut le faire sur le transport individuel, les voitures, garder le cap sur les objectifs de 2035. Mais encore, je fais le lien avec l'autre question qui m'a été posée avant. Il faut continuer à aller chercher l'argent pour réaliser nos projets de transport collectif. C'est pas juste avec des voitures électriques qu'on va réussir à baisser nos émissions de gaz à effet de serre. Si les États-Unis mettent un frein à la production de voitures électriques, ou en tout cas si il pourrait y avoir des conséquences dans le marché, est-ce que c'est pas... M. Charette nous disait on n'est pas sur une île. Est-ce qu'il n'est pas raisonnable de dire qu'il va y avoir un impact sur les ventes de voitures électriques au Québec, par exemple? Oui, bien, le marché de l'automobile dans le monde il est plus grand que juste les États-Unis. C'est la première des choses à laquelle je pourrais répondre. Puis deuxièmement, les affirmations. Je trouve que le ministre de l'Environnement ne fait pas trop sa job de ministre de l'Environnement. Il devrait défendre une position forte du Québec, puis lui-même être en mode on va réussir à atteindre nos objectifs de réduction de gaz à effet de serre malgré les décisions des États-Unis. Est-ce que le Québec et le Canada devraient se tourner vers le marché chinois dans ce cas-ci? C'est une option à explorer, évidemment, aussi. Là. Je veux dire, si on perd le marché américain parce qu'il y a des tarifs qui sont importants ou si on décide pour il y a différentes stratégies qui pourraient se mettre en œuvre, évidemment, il faut regarder l'ensemble des options qui s'offrent au Québec et au Canada. Donc, c'est une option qu'on devrait évaluer. Avec la menace économique qu'on a actuellement, est-ce que ce ne serait pas temps, justement, de laisser tomber au Canada la surtaxe de 100 % sur les véhicules chinois? C'est une option qu'il faut absolument explorer. Donc, vous êtes prêt à laisser entrer la Chine dans le marché? Je ne dis pas que je suis prêt à laisser entrer la Chine sur le marché. Je dis qu'il faut... à regarder, ça laisse sous-entendre que vous n'êtes pas fermé Exactement. Parce que les Chinois rentrent dans le marché. Exactement. Ce que je vous dis, c'est que d'abord, on va commencer par voir si les tarifs se mettent en place samedi prochain. On verra c'est quoi la hausse qui est proposée du côté américain. On verra comment elle s'applique aussi. Est-ce que ça sera sur l'ensemble des produits? Est-ce que ça sera différencié selon les produits, selon l'origine aussi? On pourrait imaginer très bien, par exemple, qu'il n'y aurait pas de tarif sur le pétrole albertain, par exemple. On regardera l'ensemble, puis après ça, on évaluera c'est quoi les options. Mais l'option, pour vous, la Chine, c'en est une. À évaluer, évidemment. Dans le devoir santé, Mme El Gabaoui fait un lien entre la tuerie à la mosquée et la loi 21. Donc, le fédéral fait bien de se battre contre la loi 21. Est-ce que ce lien-là est approprié, selon vous? Moi, d'abord, il y a un acte ignoble qui a été condamné. Étienne en reparlait tout à l'heure. Je ne ferai pas de mauvais lien. Je pense qu'il y a une loi du Québec adoptée démocratiquement, qu'on soit d'accord ou pas d'accord. Je veux dire, vous le savez, vous connaissez notre position sur la loi 21. Moi, je ne ferai pas du tout de lien entre les deux événements. Après ça, moi, évidemment, que le fédéral conteste une loi du Québec, ça ne fait pas mon bonheur. Je l'ai dit à plusieurs reprises sur ce dossier-là. C'est la prérogative du fédéral que je n'appuie pas du tout. Ceci dit, ce n'est pas une loi non plus sur laquelle on a voté pour, ni qu'on va soutenir, ni qu'on soutiendrait. On n'a pas la même définition de ce que ça veut dire dans l'action et dans la mise en œuvre de la laïcité. La question de la laïcité n'est pas débattue à Québec solidaire. Il y a des tensions sur qu'est-ce que ça veut dire et comment on la met en œuvre avec les signes religieux ou pas les signes religieux. Je ne reviendrai pas là-dessus aujourd'hui, mais je ne ferai pas de lien là, du tout entre une loi du Québec adoptée et une tuerie absolument abominable. Une représentante, donc c'est une dame qui a été nommée par l'État, fasse ce lien-là, est-ce que c'est... Je trouve ça inquiétant. Inquiétant.
Regarding talking about immigration and this new model that Mr. Roberge wants to put in place with this bill, what are your expectations for tomorrow with this upcoming bill? With this new model inspired by interculturalism? Well, it's a little bit, I mean, I would say funny, but it's not. It's a little bit contradictory from Minister Roberge, who was very much critiqued last session for cutting in francisation in French courses. And we just saw yesterday how many funding for supporting integration into schools were cut as well. So, I mean, Minister Roberge is talking about the contract between the newcomers and the people that are just coming into Quebec and the states. However, what we're really seeing is that there is only one side to that contract. Minister Roberge is saying, well, you'll have to follow A, B, C, D. However, on my side, I might just cut my francisation class. I might just cut the funding to integration. So I'm really much calling Mr. Roberge to respect his own laws. Bill 96 is Minister Roberge's laws, and he enacted in this bill the very right to receive French classes. However, he's cutting within his own engagement. So I'm calling him for a real assessment as to what he's promising, what he's asking, and what he's delivering. And I'll be very much open to see what he has to propose tomorrow. But I believe actions means more than words. And Minister Roberge, in the terms of words, is highly failing these days. And Mr. Grandmont, regarding electric vehicles, what Radio-Canada is reporting is that Minister Charette is basically thinking about postponing the objective of 2035 because of the new context with Donald Trump, who has scrapped the decree for electric vehicles in the U.S. It has a consequence, direct consequence to Quebec as a matter of sales of those vehicles. So what should we do with that? I think we should not abandon our objective of banning the sale of electric cars by 2035. 43% of our greenhouse gas emissions comes from transport, so we have to act and maintain our objectives. Even if Donald Trump decided to do the contrary, so. Yeah, we should maintain our objective. I asked Minister Charette to not quit about this issue, and I want to remind that electric cars are not the only tool we have to reduce our greenhouse gas emissions. We have to invest a lot in public transit. So. As I said earlier, I asked Minister Guilbeault to be very strong in face of the federal government. We need this $1.5 billion to construct our tramway, our public transit that is very necessary here in Quebec. So that's the point. We should not abandon our objective, even if Donald Trump decided to do the contrary. Because we would look at the Quebec government at every Trump's decision if finally, for example, Mr. Charette is thinking about postponing this objective of not selling any more gas vehicles, only electric vehicles, we would be giving the image of giving up all the time? Yeah, well, the work of, we shouldn't, I think at the end of the CAQ mandate, we would look at the results of this Minister of Environment Minister, and I think comment ça un bilan? Yeah. The track record of Minister Charette is not so good. He's always doing things like supporting the third lane between Quebec and Lévis. Yeah. We should not basically give Trump the big way, and we should stop Trump. We should not basically change our objectives every time that Trump is making a decision. No, we have to be strong. We have to be strong in front of that kind of person. He's negotiating in the hardest way possible. We have to be strong in our way too. So we will not abandon, quit our objectives. That's the basic with that kind of person, I think.
Just want to clarify, Mr. Cramont, given the context in the U.S., though, how exactly can Quebec attain the goal, keep the goal at 2035? What exactly do you think they can do to make sure that they can actually ban gas-powered vehicles by 2035? Well, the car market is bigger than only our relationship between Quebec and United States. There are cars Korean cars, Japanese cars, European cars. We have to explore other markets, and I refuse to let I refuse to let the government say that the only way to reduce our transport greenhouse gas emissions, that the only tool that we have is on individual cars. We have to invest a lot in public transit. That's another way to reduce our greenhouse gas emissions. Just quickly, Mr. Clich-Rivard, on the homelessness crisis right now in Montreal, in Quebec in general, but we heard from Madame Plante earlier this week. So whose fault is it right now that people can't find the resources they need? Well, obviously, Minister Carman was stating for people to play in team. However, I feel every single player of the team is there, but he's not. And that's a main problem. Quebec funding is not to level. I mean, we're facing a humanitarian crisis in Montreal. Anybody who lives in Montreal, who takes the metro, who walks in our neighborhoods knows that we're facing a crisis that we never saw. And this is true for Montreal. It's also true for Quebec. It's also true for many, many, many cities within the country. But it is very dramatic in Montreal. And the resources that we're having, I visited all of them in the last fall. They are out of breath. They are at the very single limit of what they can do with the funding they have, with the spaces they have. And even when they're asked to do more, they're trying, but they're very limited. So I'm asking Minister Carman to inject new funding. We need to make sure that tomorrow less and less people are sleeping on the streets. However, I'm calling for the CIUS and the Santé Publique to take their responsibilities. It's not 100% for the NGOs and to the organization here on the ground to do 100% of the work with regards to homelessness. The Santé Publique has responsibilities. And I'm asking Mr. Carman to inject the funding to rent spaces, to put beds one next to one, and to open those dorms to make sure people are not freezing tomorrow. And it is his responsibility. He cannot just push back this to the organizations on the ground to say you have to do more. He has to do more. And when Madame Plante is saying he's not meeting those obligations, well, she's right. Valérie Plante is right. Minister Carman is not doing enough. The CAQ is not doing enough. And we're seeing this every day in Montreal and everywhere in Quebec. The situation is not getting better. Minister Carman stated it would last fall. It's not. Is it simply a funding issue, though? Are there other ways that you want to see Minister Carman stepping up? Well, obviously on every level. I mean, a third of the people living on the streets now have been evicted. And this is a big, big problematic. I'm asking for Minister Duranceau as well to do better, to protect people. People are going to face 6% of their rent increase in a couple of months. For a lot of people, that's just not possible. And they're going to have to leave their rent because they won't have the capacity to pay for it. And how is that even possible in the crisis we're living now that the minister is accepting this 6%? We should intervene. Quebecers should intervene to make sure that's not happening. We should have a check, a social welfare check that allows to pay for that rent. That's not the case these days. People are receiving $700, $800 a month to pay a rent that's $1,600. How is that even possible? They have to be 2, 3 within the same rooms, and they are threatened to lose their rent. So, I mean, in terms of prevention, we should be doing a lot more. We should be doing a lot more on the ground to make sure people are not freezing tomorrow, but we should be very much building more housing for tomorrow, and for NGOs to play their role within the reintegration into apartment. We should make sure that all those levels are very much more fulfilled.